Une jeune fille issue d'un milieu modeste est humiliée publiquement lors de la lecture d'un testament, jusqu'au moment où elle découvre que tout l'héritage lui revient. Dès qu'Anna poussa la porte du cabinet d'avocat, tous les regards se tournèrent vers elle, tranchants comme des lames. À peine 17 ans, des yeux expressifs, des boucles indisciplinées, des vêtements modestes qui disaient tout d'une vie loin du luxe. Il n'en fallut pas plus à la famille Bianchi, aussi prestigieuse qu'arrogante, pour juger qu'elle n'avait rien à faire là. Qui a invité le personnel de ménage à une réunion familiale privée? Lança sèchement Alessandro Bianchi, brisant le silence. Quelques ricanements s'élevèrent dans la pièce. Il était le neveu du défunt Luca Bianchi, et son mépris était aussi glacial que le marbre sous leurs pieds. Anna resta figée, le regard fixé sur la chaise solitaire placée au centre de la pièce. Clara, la sœur de Luca, couverte de bijoux étincelants et enveloppée d'une robe de créateur, ne prit même pas la peine de baisser la voix. Certainement, un autre de ces projets de charité sans fin de Luca, murmura-t-elle. Elle espère sûrement repartir avec quelque chose de gratuit. Anna inspira profondément pour se recentrer. Entourée par un océan de richesse et de jugement, sa poitrine se serrait sous le poids de la solitude. Mais elle refusa de laisser leurs mots atteindre son visage. Elle balaya la pièce du regard. Diplômes encadrés, photos de voyages luxueux, témoignages de l'empire bâti par Luca pendant 60 ans. Elle est clairement perdue, dit Marco, le fils aîné de Luca et actuel dirigeant de l'entreprise. Quelqu'un peut-il la raccompagner avant que Maître Ferry n'arrive? C'est gênant pour tout le monde. Mais aucun d'eux ne vit le discret sourire qui effleura les lèvres d'Anna lorsque Giovanni Ferry, l'avocat de la famille depuis toujours, entra avec sa mallette en cuir usé. Son visage, marqué par les années, restait impassible alors qu'il saluait chaque membre de la famille. Puis enfin, il se tourna vers Anna. « Mademoiselle Anna », dit-il doucement, en lui désignant le siège à côté de son bureau. « Je vous en prie. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Alessandro faillit s'étrangler avec sa coupe de champagne. Les jointures des doigts de Clara blanchirent tant elle serrait fort son sac à main, stupéfaite. « Excusez-moi, Ferry », lança Marco, visiblement contrarié, en réajustant sa cravate hors de prix. « Vous connaissez vraiment cette fille ?» L'avocat acquiesça, calme et assuré. « Oui, et vous devriez tous la connaître aussi. » Il balaya la pièce du regard. « Voici Anna Rossi, fille de Maria Rossi. » Anna a grandi dans cette maison depuis ses 12 ans, ajouta Ferry. Elle passait ses week-ends à aider sa mère dans les tâches ménagères. « La fille de la femme de ménage ?» siffla Clara, comme si les mots lui brûlèrent la bouche. « Que fait-elle ici, à une lecture de testament privé ?» Anna s'assit en silence, les épaules droites, le visage impassible, insensible à l'hostilité qui montait. Elle s'était promis de rester forte, peu importe ce qu'il dirait. Après tout ce qu'elle avait enduré, les larmes n'étaient pas une option. Ferry ouvrit sa mallette avec précaution et annonça « Nous sommes réunis pour la lecture officielle du testament de Luca Bianchi. Il est décédé il y a 3 semaines, après un long combat contre le cancer. » Sarah, la nièce de Luca, qui n'avait pas levé les yeux de son téléphone jusque-là, prit une photo d'Anna discrètement sous la table. « Indésirable lecture testament », écrivit-elle rapidement, avant de publier. « Des profiteurs qui veulent se remplir les poches, même après la mort du patron. » Son commentaire attira aussitôt l'attention en ligne, tandis qu'Alessandro murmurait « Je parie que mon oncle lui a laissé une petite aumône. 10 000 reyes peut-être. Un truc sans importance. » Personne ne remarquait à quel point Anna était concentrée sur les moindres gestes de l'avocat, les yeux fixés sur l'enveloppe cachetée entre ses mains. Pour les autres, elle était invisible, sauf quand il s'agissait de se moquer d'elle. « Avant de commencer, dit Ferry, Luca a laissé un message vidéo à visionner avant la lecture officielle. » Marco leva les yeux au ciel. Encore un de ces discours théâtraux de papa? On peut aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Ferry ignora la remarque et activa un écran dissimulé dans le mur.
Luca Bianchi apparut à l'écran, le visage fatigué par la maladie, mais le regard toujours vif et déterminé. « Si vous regardez ceci, commença-t-il d'une voix rauque mais assurée, c'est que je suis parti, et j'imagine que vous êtes tous impatients de savoir comment j'ai réparti mes biens. » Il fit une pause, fixant la caméra d'un regard perçant. « Mais avant cela, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un ici connaît le prénom de la fille de Maria ?» Un lourd silence tomba sur la pièce. Marco fronça les sourcils, Alessandro se gratta la tête et Clara fit semblant d'examiner ses ongles. « C'est bien ce que je pensais, » poursuivit Luca, un léger sourire triste sur les lèvres. « Elle a travaillé dans notre maison pendant 5 ans. Elle a aidé sa mère depuis ses 12 ans. Et pas un seul d'entre vous n'a jamais pris la peine de lui demander son nom. » Anna sentit un nœud lui monter à la gorge, non pas de douleur, mais de reconnaissance longtemps attendue. « J'ai vu comment vous la traitiez, comment vous traitiez tout le personnel, » poursuivit Luca, son regard devenant glacial. « Comme s'ils ne comptaient pas, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Et cela m'a tout dit sur votre véritable nature. » L'atmosphère devint lourde. Sarah laissa tomber son téléphone. Alessandro avala difficilement sa salive. Marco se tortilla sur sa chaise, visiblement tendu. Ce que personne, dans cette pièce élégante, ne comprenait, c'est que la jeune fille silencieuse qu'ils avaient ignorée et méprisée détenait entre ses mains la clé de leur avenir et le pouvoir de bouleverser tout ce qu'ils croyaient contrôler. C'était une vérité que Luca Bianchi avait découverte dans les derniers mois de sa vie. Une vérité assez forte pour ébranler cette pièce jusque dans ses fondations. Si cette histoire de préjugés et de justice vous a touché, abonnez-vous et suivez-la, car ce qui avait commencé comme une humiliation cruelle d'une adolescente allait bientôt devenir la leçon la plus marquante que cette famille ait jamais reçue. La vidéo continuait. La voix de Luca, faible mais résolue, résonnait dans le silence pesant. Durant mes derniers mois, j'ai commencé à observer attentivement comment vous traitiez les gens autour de vous. Infirmiers, femmes de ménage, chauffeurs. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Il fit une pause, luttant pour respirer. Puis, j'ai remarqué Anna. Tandis que vous la négligiez tous, moi, j'ai vu quelqu'un d'exceptionnel. Elle travaillait de longues heures, étudiait le droit le soir et prenait soin de sa mère malade. Et malgré cela, elle trouvait encore le temps de lire les livres de ma bibliothèque personnelle. Marco se leva brusquement, le visage rouge. « C'est de la folie. Ferry, tout cela ne peut pas être légal. » Ferry ne broncha pas. « Tout est parfaitement conforme à la loi, monsieur Marco. » À l'écran, Luca esquissa un léger sourire. J'imagine que Marco conteste déjà tout ça. Il dit probablement exactement ce qu'il vient de dire. Marco blêmit. Son père l'avait prédit mot pour mot. Ce que vous ignorez tous, c'est que j'ai passé les derniers mois à discuter avec Anna. Pendant ses pauses, elle venait me parler de ses rêves. Devenir avocate, aider les autres. Sarah, désormais mal à l'aise, tenta d'effacer la photo qu'elle avait postée plus tôt. Mais il était trop tard. Elle était déjà virale. « Voici Anna Rossi », poursuivit Luca, fille de Maria, qui a donné 15 ans de sa vie à cette maison, même quand Clara a réduit son salaire pour pouvoir s'acheter une 4e voiture importée. Le visage de Clara se teinta de honte. Anna, cette même fille que Marco a humiliée après avoir renversé de l'eau sur ses documents importants, puis forcé à nettoyer à genoux en l'insultant, sans savoir qu'elle venait d'apprendre que sa mère avait besoin d'une opération urgente et coûteuse. L'écran s'éteignit. Ferry ouvrit une seconde enveloppe. Il y a une autre vidéo à visionner, mais d'abord, je dois lire les principales dispositions du testament. C'est de la démence, explosa Alessandro. Une fille de ménage ne peut pas simplement tout reprendre de ce que nous avons bâti pendant des générations. Anna prit enfin la parole, d'une voix calme et assurée. « Votre famille n'a rien bâti, monsieur Alessandro. Luca a tout commencé à partir de rien, en vendant des fruits sur un marché. Les seules cuillères en argent dans cette pièce, elles sont dans vos mains. »
Un silence écrasant suivit. Ferry s'éclaircit la gorge. Comme indiqué dans le testament de Luca Bianchi, je confirme par la présente qu'Anna Rossi héritera de 51% de Bianchi Incorporacos, de toutes les résidences privées et biens listés en annexe A, ainsi que de 20 millions de Reyes en investissements diversifiés. Le visage de Marco se tordit de rage. Elle a manipulé un vieillard mourant. Tout cela est complètement illégitime. Ferry leva la main. Si je peux terminer, certaines conditions sont prévues. Anna prendra le plein contrôle à l'âge de 21 ans. D'ici là, l'entreprise sera dirigée par un conseil d'administration présidé par moi-même et la dot.csa Elena Conti. La dot.csa Conti? S'écria Clara. La médecin? Quel est son lien avec tout cela? Comme si cela avait été orchestré, la porte s'ouvrit. Une femme noire, élégamment vêtue d'un tailleur, entra dans la pièce. Elle croisa le regard d'Anna et lui adressa un sourire chaleureux. La dot.sa Conti n'était pas seulement la médecin de Luca, expliqua Ferry. C'est elle qui a présenté Anna à Luca. Après avoir vu la manière dont elle s'occupait de Maria pendant sa maladie, même après que vous l'ayez licenciée, Clara, parce que sa mère était tombée malade. Elena hocha la tête avec respect. Céleste et moi étions à l'école ensemble. La vie nous a séparés, mais quand je l'ai retrouvée à l'hôpital, atteinte de la même maladie que Luca, j'ai vu cette fille à ses côtés, altruiste, forte, remarquable. Personne dans cette pièce ne s'attendait à ce que le véritable tournant n'ait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir, mais commence plutôt par un simple acte de bonté dans un couloir d'hôpital. 3 mois plus tôt, Anna avait supplié Marco de lui accorder une avance pour acheter les médicaments de sa mère. Non seulement il avait refusé, mais il l'avait humilié devant ses collègues. « Je n'ai pas le temps pour les jérémiades d'employés », avait-il lancé. « Si tu ne peux pas payer tes médicaments, trouve un autre boulot. » Ce même après-midi, la dot.csa Elena avait trouvé Anna en pleurs, seule, près des escaliers de service. Après avoir écouté ce qui s'était passé, elle avait pris une décision qui allait changer toutes les vies dans cette pièce. Elle avait emmené Anna rencontrer Luca Bianchi. « Il reste un dernier enregistrement », annonça Ferry en insérant une autre clé USB. Luca avait demandé qu'il soit diffusé uniquement si son testament était contesté. L'écran s'alluma de nouveau, montrant Luca dans ses derniers jours, affaibli, mais la voix encore assurée. Si vous regardez ceci, c'est que mes décisions sont remises en question. Permettez-moi d'être clair. J'avais toute ma lucidité. Chaque décision a été prise en m'appuyant sur mes observations et sur des échanges documentés avec chacun d'entre vous. Il reprit son souffle. Anna ne m'a pas influencé, elle m'a inspiré. En réalité, poursuivit Luca dans la vidéo, elle a refusé ma proposition au début. Il a fallu beaucoup de persuasion pour qu'elle accepte. Quant à mes choix, regardez-vous. Ce n'est pas pour vos erreurs que vous avez été exclus de l'héritage. C'est parce que vous n'y avez jamais eu droit, simplement à cause de votre nom. L'écran bascula sur un montage de vidéo. Marco hurlant sur le personnel, Clara licenciant Maria sans motif, Alessandro se moquant d'un chauffeur âgé et Sarah filmée en train de tenir des propos racistes. Chaque image tombait comme un coup, révélant une vérité que plus personne ne pouvait nier. Luca n'avait pas agi par impulsion. Il avait soigneusement documenté la cruauté quotidienne de sa famille. Ce qui rend ce moment si puissant, déclara doucement la dot.csa Elena en posant une main sur l'épaule d'Anna, c'est que Luca n'a pas seulement préparé un dossier juridique. Il a offert à Anna quelque chose de bien plus profond que la richesse, le pouvoir de changer les choses. Ce que la famille Bianchi n'avait pas compris, c'est que la fille qu'ils avaient rabaissée possédait la seule qualité que Luca recherchait chez ses héritiers, la compassion véritable. Quand Luca lui avait un jour proposé de se venger totalement, Anna avait hésité, non pas par peur, mais parce qu'elle rêvait plus grand. « Je ne veux pas juste qu'il paie », lui avait-elle dit un soir. « Je veux qu'il comprenne. » Cette réponse fut ce qui scella l'avenir de l'héritage Bianchi.
Anna ne cherchait pas à écraser ses ennemis. Elle voulait éveiller ce qu'il y avait de meilleur en eux. Marco bondit, pointant un doigt accusateur comme une arme. « C'est une honte. Je contesterai cela devant tous les tribunaux. » Deux agents de sécurité se positionnèrent calmement de part et d'autre de la pièce. Ferry avait tout prévu. « En vertu de quel droit, monsieur Marco ?» demanda Anna, toujours aussi calme. « Du droit d'être né avec des privilèges, parce que la seule chose que vous avez su faire parfaitement, c'est utiliser ces privilèges pour humilier ceux que vous jugez inférieurs. » La dot.csa Elena ouvrit sa mallette et en sortit une tablette. « Lucas savait que ce serait difficile, dit-elle. C'est pourquoi il a laissé une dernière chose. » Une image satellite apparut à l'écran, une vue aérienne d'un quartier dense et défavorisé. « Vous reconnaissez cet endroit ?» demanda-t-elle. Clara ricana. « Pourquoi on le reconnaîtrait ?»« Parce que votre famille en était propriétaire, » répondit Elena. Ou plutôt, elle l'était. Elle expliqua comment, il y a 70 ans, le grand-père de Lucas avait acheté ces terres, expulsant des centaines de familles pour construire le premier centre commercial de l'entreprise. Les biens listés dans l'annexe A, poursuivit-elle, ne sont pas des villas ni des appartements de luxe. Ce sont des terrains situés dans des quartiers marginalisés, acquis au fil des décennies par des pratiques plus que discutables. Alessandro ricana. Et alors ? Quel rapport ? Les lèvres d'Anna s'étirèrent en un sourire paisible. Absolument tout. Car ces terres m'appartiennent désormais. Et je les ai déjà restituées, gratuitement, aux familles qui y vivent. La pièce explosa dans le chaos. Marco renversa une chaise. Sarah éclata en sanglots. « Vous ne comprenez toujours pas, » dit Anna d'une voix ferme. « Je n'ai jamais voulu votre argent. Je voulais la justice. Et la justice, c'est rendre ce qui a été volé. » Ferry s'éclaircit la gorge. Une dernière chose, les parts de l'entreprise ont déjà été transférées. Le tout premier acte d'Anna en tant qu'actionnaire majoritaire a été d'autoriser l'indemnisation de tous les employés injustement licenciés au cours des 10 dernières années. « Tu vas ruiner l'entreprise avec cette vengeance ridicule !» cria Marco. « Ce n'est pas une vengeance, » répondit Anna. « C'est une réparation. Il y a une différence. » La dot.csa Elena alluma la télévision. Un journal télévisé en direct montrait d'anciens employés accueillis à bras ouverts. Certains pleuraient, d'autres recevaient enfin leurs indemnités de départ tant attendues. « Cela se passe en ce moment même, » dit Elena. « Nous avons synchronisé l'annonce avec la lecture du testament. »« Tu nous as détruits, » murmura Clara, tremblante de colère. Anna s'avança lentement vers la fenêtre et regarda dehors. « Non, Madame Clara, je n'ai pas détruit l'Empire Bianchi, je l'ai transformé. Oui, l'entreprise subira peut-être un choc à court terme, mais elle se relèvera. » Elle se retourna, les regardant droit dans les yeux. « Et cette fois, ses bénéfices iront à ceux qui l'ont réellement bâti. »« Tu n'as aucune expérience pour diriger une entreprise comme celle-ci, » lança Marco avec mépris. « Dans 1 an, tu viendras nous supplier. » « Tu as raison, » répondit Anna. « Je n'ai pas d'expérience. C'est pour cela que je ne vais pas la diriger. » Ferry appuya sur un bouton et les portes s'ouvrirent. 5 personnes entrèrent, 3 femmes et 2 hommes, vêtus de vêtements de travail simples, mais avec la confiance dans le regard. « Voici le nouveau conseil d'administration de Bianchi Incorpora Coes, » annonça Anna. Ce sont les anciens employés que votre père a licenciés pour avoir osé créer un syndicat, expliqua la dot SSA Elena. Des personnes avec des années d'expérience sur le terrain et des idées audacieuses, écartées simplement à cause de leurs origines. Un homme âgé aux cheveux argentés s'avança. « Bonjour, monsieur Marco, vous vous souvenez de moi? Mario Conti. J'ai passé 25 ans au service financier. Jusqu'à ce qu'on me renvoie pour avoir suggéré que les employés partagent les bénéfices de l'entreprise. »« C'est de la folie !» hurla Alessandro. « On ne peut pas confier la société à ces gens-là. » Elena sourit calmement. « C'est déjà fait. Tous les documents ont été finalisés avant votre arrivée aujourd'hui. Vous détenez toujours vos parts minoritaires, ajouta-t-elle.
Vous recevrez des dividendes, participerez aux réunions comme tout autre actionnaire. Marco s'effondra sur une chaise, le visage livide. « Mon père n'aurait jamais permis ça. » La voix d'Anna était douce mais ferme, et pourtant il l'a fait. Parce qu'au bout du compte, il a compris une chose. Notre plus grand héritage ne se mesure pas en richesse, mais dans les vies que nous transformons. Sarah se leva brusquement. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. J'ai des contacts dans les médias. Je vais révéler tout ça comme une arnaque. » Anna jeta un regard à Ferry, qui relança l'écran. Une vidéo montra Sarah ivre, se moquant du personnel de banquet avec des propos humiliants et cruels. « J'ai des heures d'enregistrement comme celui-là, » dit Anna avec douceur. « Des instants privés qui montrent qui vous êtes vraiment quand vous pensez que personne d'important ne vous regarde. » Alessandro, autrefois arrogant, paraissait brisé, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 1 heure. « Que veux-tu de nous ?» demanda-t-il presque suppliant. « Je veux que vous compreniez, » répondit Anna, « que pour la première fois vous ressentiez ce que c'est d'être impuissant, d'être jugé non pour ce que vous êtes, mais pour d'où vous venez, pour ce que vous possédez et pour ce que les autres supposent de votre valeur. » Mario Conti se plaça à ses côtés. « Nous ne sommes pas là pour nous venger. Nous sommes là pour reconstruire. On nous a rappelé, non pas pour vous punir, mais parce que nous avons ce que votre famille n'a jamais su reconnaître, la compétence. » La dot.SSA Elena remit à chaque membre de la famille une pochette. À l'intérieur, vous trouverez vos options. « Vous pouvez contester le testament, dit-elle. Nous sommes prêts pour des années de bataille juridique s'il le faut. Ou vous pouvez choisir la paix. » « Quel genre de paix ?» demanda Marco, le ton vidé de toute arrogance. « Vous conservez vos maisons, une allocation mensuelle, » expliqua Ferry. « En échange, vous acceptez de participer à un programme d'1 an de responsabilité sociale, service communautaire dans les quartiers dont votre famille a profité, formation à la diversité et à l'inclusion et un engagement direct avec les populations affectées par votre empire. » « Et si nous refusons ?» demanda Clara, bien que sa voix trahît déjà sa reddition. Anna s'avança, croisant le regard de Clara, non avec haine, mais avec une détermination inébranlable. « Vous êtes libre de partir. Il n'y a pas de punition. Seulement des conséquences. Les vidéos seront rendues publiques. Les procès suivront leur cours. Et vos noms resteront liés à l'histoire que votre frère a voulu corriger. » Le silence tomba, épais comme un manteau. Un à un, les membres de la famille Bianchi réalisèrent qu'ils n'étaient pas simplement confrontés à une jeune fille, ils assistaient à un changement de génération. Marco, encore accroché à son orgueil, murmura avec amertume « Ça ne durera pas. Tu n'es qu'une gamine. Toute l'entreprise va s'effondrer. » Anna sourit, mais sans la moindre rancune. « C'est là que tu te trompes encore. Ce n'a jamais été à vous. Et ce n'est pas à moi non plus. Cela appartient aux gens qui l'ont construit, brique après brique, jour après jour. » Elle se tourna vers la fenêtre, les yeux posés sur l'horizon. Le monde au-delà de cette pièce était déjà en train de changer. Ce que la famille Bianchi ne comprenait pas encore, c'est que ce n'était pas une vengeance, c'était une révolte silencieuse qui allait résonner bien au-delà de ce bureau, jusque dans les systèmes qui avaient trop longtemps entretenu l'inégalité. Alors que les puissants paniquaient, quelque chose d'extraordinaire s'épanouissait dans les quartiers oubliés. L'espoir. Mais cette fois, ce n'était pas de vaines promesses, c'était du concret, visible, réel, mené par ceux qu'on avait toujours ignorés. 6 mois passèrent depuis ce jour inoubliable. Le siège imposant de Bianchi Incorpora Coes, autrefois symbole d'exclusion, abritait désormais un centre communautaire au rez-de-chaussée. Des jeunes venus des quartiers périphériques y apprenaient la gestion d'entreprise, la programmation et les droits civiques, entièrement gratuitement. Anna traversait les couloirs en saluant les employés par leur prénom. Un rêve que Lucas avait caressé sans jamais le réaliser et que sa famille n'avait jamais compris. Les œuvres d'art européennes hors de prix avaient disparu. À leur place, des fresques vibrantes et des peintures d'artistes locaux ornaient les murs.
Les bénéfices du dernier trimestre sont en hausse de 12%, annonça Mario Conti, désormais directeur financier de l'entreprise. L'initiative de partage des bénéfices avec les employés connaissait un succès éclatant. La productivité avait atteint des niveaux encore jamais vus. Le visage d'Anna s'éclaira d'un sourire discret. « Et le projet de réhabilitation des logements ?» demanda-t-elle. « 300 familles ont déjà reçu leur titre de propriété », répondit la dot.ssa Elena, qui dirigeait les programmes à impact social. Les coopératives autogérées par les travailleurs commenceront à fonctionner le mois prochain. Ce qui surprenait le plus les observateurs extérieurs, ce n'était pas seulement l'ampleur des réformes. C'était la facilité avec laquelle Anna semblait évoluer dans le monde des affaires. À seulement 17 ans, encore en terminale, elle avançait dans les couloirs du pouvoir comme si elle y avait toujours eu sa place. Elle consacrait 4 heures par jour à l'entreprise, laissant la gestion quotidienne au conseil d'administration, tout en gardant le contrôle sur la stratégie à long terme. Le reste de son temps était dédié à ses études, dans une école privée prestigieuse, entièrement financée par la fondation à but non lucratif qu'elle avait créée, et à sa mère, Maria, qui recevait enfin les soins médicaux qu'elle méritait. Dans un petit café du centre-ville, Marco était assis seul, le regard figé sur un panneau publicitaire au-dessus de l'avenue. Une photo d'Anna et de la nouvelle équipe dirigeante, diverse et engagée, accompagnée du slogan « Construire un avenir plus juste ». Ses vêtements de luxe avaient disparu. Son véhicule haut de gamme avait été vendu pour couvrir les frais juridiques. Il était le seul membre des Bianchi à avoir refusé l'offre de réconciliation d'Anna. Trop fier pour rejoindre le programme de réintégration sociale, il avait préféré se battre et avait perdu toutes les batailles judiciaires. Sa réputation s'était effondrée, détruite par les enregistrements de Lucas. Son téléphone vibra. Une alerte d'emploi, assistant administratif, opportunité de réintégration sociale. Il fixa l'écran. Était-ce donc ça, sa réalité désormais? Postuler pour travailler dans l'entreprise qu'il croyait jadis être destinée à lui? De l'autre côté de la rue, Sarah passa en tenant des documents pour un atelier de lutte contre le racisme. Sa carrière d'influenceuse s'était effondrée après que son message cruel sur Anna soit devenu viral dans le pire sens du terme. Elle avait été la première à accepter le programme de réintégration. Elle aperçut Marco et s'arrêta. « Marco !» appela-t-elle doucement. Il leva les yeux, la honte gravée sur son visage. « Le programme, ce n'est pas ce que je croyais, » dit-elle. « Il m'a vraiment aidé. Anna ne veut pas nous briser. Elle veut qu'on change. » Marco ne put retenir ses larmes plus longtemps. Au siège de l'entreprise, Anna dirigeait une réunion avec des investisseurs internationaux intrigués par ce nouveau modèle d'entreprise. Un modèle mêlant profit et mission. Des journalistes attendaient dans le hall, prêts à interviewer la jeune femme dont l'histoire était désormais enseignée dans les écoles de commerce du monde entier. Un investisseur français se pencha vers elle et demanda à voix basse « Je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne pas simplement les avoir détruits? Ils t'ont traité de façon épouvantable. » Anna répondit avec un doux sourire. Parce que le vrai changement ne naît pas de la vengeance. Il vient de la conscience. Ils avaient besoin de voir au-delà du monde dans lequel ils sont nés. « Et ceux qui ont refusé ton offre, comme Marco ?» demanda-t-il. « Parfois, dit Anna, certaines personnes doivent toucher le fond avant de pouvoir enfin lever les yeux. Il m'a contacté aujourd'hui. Il pense à rejoindre le programme. » Ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que le plan d'Anna n'avait jamais été une vengeance. Quand Lucas lui avait offert le pouvoir total pour détruire sa famille, elle avait marqué un temps d'arrêt, non par pitié, mais par clarté. « Je ne veux pas créer un nouveau système où les opprimés deviennent à leur tour les oppresseurs », avait-elle dit un jour à Lucas. « Je veux changer les règles, entièrement. » Dans ces derniers jours, Lucas comprit qu'il n'avait pas simplement choisi une héritière pour sa fortune. Il avait trouvé quelqu'un qui incarnait les valeurs en lesquelles il avait cessé de croire. Lors du premier anniversaire de la nouvelle Bianchi Incorpora Coes,
Anna se tint devant la foule et inaugura officiellement l'Institut Luca Bianchi pour l'équité sociale. Dans le public se trouvaient des bénéficiaires de bourses, de nouveaux employés, et parmi eux, Clara, Alessandro et même Marco, désormais stagiaire dans le programme de réintégration, visiblement mal à l'aise, mais présent. Le préjugé ne disparaît pas simplement quand on le dénonce, déclara Anna dans son discours. Il disparaît quand on reconstruit les structures qui le nourrissent et qu'on donne aux gens la possibilité d'ouvrir les yeux. Au premier rang, Maria observait sa fille, son cancer désormais en rémission, les yeux brillants de fierté. Sa fille avait transformé l'humiliation en quelque chose de bien plus puissant, une révolution. Ce que personne n'aurait pu imaginer ce jour où Anna avait franchi pour la première fois les portes de cette salle de réunion, c'est que la jeune fille discrète qu'ils avaient méprisée n'était pas là pour hériter d'une entreprise. Elle lançait un mouvement qui, quartier après quartier, entreprise après entreprise, allait redéfinir ce que pouvoir et privilège signifient vraiment. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que les plus grandes révolutions ne naissent pas de la colère, mais d'une vision, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Parce que le monde ne change pas quand les puissants prennent la parole. Il change quand quelqu'un, autrefois réduit au silence, ose diriger avec un vrai sens.